Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une réalité qui est de plus en plus présente dans nos vies professionnelles, l'épuisement, le fameux burn-out. On va essayer de comprendre comment on passe des petites braises de la fatigue à l'incendie total. Et surtout, bien sûr, comment on peut renaître de ses cendres. Cette phrase de Céline, elle est terrible de justesse, vous ne trouvez pas? Elle capture parfaitement ce sentiment de vide immense. Quand il n'y a plus de musique en soi, ce n'est plus juste de la fatigue. C'est l'impression que la source même de notre joie, de notre élan, eh bien, elle est tarie. C'est un point de départ assez puissant pour saisir la profondeur de cet état. Et voilà la question que tout le monde finit par se poser. Franchement, qui n'a jamais été complètement vidé par son travail? Alors comment on fait la différence entre une grosse fatigue passagère et quelque chose de bien plus profond? Distinguer les deux, c'est vraiment la première étape et c'est absolument crucial. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va mettre des mots précis sur ce qu'est le burn-out. Pour rester dans notre métaphore du feu, il s'agit de comprendre à quel moment la flamme s'éteint complètement. Et surtout, pourquoi. Le point super important à retenir, c'est que le burn-out, ce n'est pas juste un coup de mou. Non, c'est un vrai syndrome qui a été défini par des chercheurs comme Christina Maslach autour de 3 piliers. Premièrement, l'épuisement émotionnel. On se sent juste vidé. Deuxièmement, le cynisme. On prend de la distance avec son travail, on devient négatif, détaché. Et troisièmement, la perte d'efficacité. On a l'impression d'être nul, que tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ce tableau, il est très parlant. Une fatigue normale, même intense, vous dormez un bon coup, vous prenez un week-end et ça repart. Le burn-out, le repos ne suffit plus. C'est vraiment le signal d'alarme numéro 1. On a beau se reposer, les batteries ne se rechargent pas, ou alors très peu. Ça dure des semaines, des mois, l'anxiété s'installe et les performances au travail s'effondrent. Si le repos ne fonctionne plus, il faut vraiment s'alerter. Et ça, c'est peut-être le message le plus important. Le burn-out, ce n'est pas une défaillance personnelle, une tare, un signe de faiblesse. Non. C'est une réaction tout à fait normale à une situation anormale. C'est le résultat d'une exposition trop longue à un stress qui a littéralement consumé toute l'énergie disponible. Ce n'est pas la personne qui est cassée, c'est le contexte qui est devenu intenable. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, voyons ce qui alimente ce feu. Quels sont, dans l'environnement de travail, les fameux combustibles qui attisent les flammes et nous mettent en danger? Le premier, le plus évident bien sûr, c'est la surcharge de travail. J'aime bien l'image du seau percé. Imaginez, vous passez votre journée à courir pour le remplir, mais il fuit de partout. C'est épuisant, frustrant, et à la fin de la journée, le seau est vide. C'est ça, la surcharge, un effort immense pour un résultat dérisoire. Ensuite, un combustible très puissant, le manque de reconnaissance. On peut se donner à fond, vraiment corps et âme, mais si personne ne le voit, ne dit merci, ne valorise le travail, c'est terriblement démotivant. C'est exactement ça, crier dans le vide. Au bout d'un moment, on n'a plus de voix, alors on se tait. Un autre facteur de stress majeur, c'est le manque de contrôle, le manque d'autonomie. Avoir le sentiment de subir les décisions, de ne pas avoir son mot à dire sur son propre travail, c'est comme être passager dans sa propre voiture. Quelqu'un d'autre conduit et on ne sait même pas où on va. C'est très angoissant. Celui-ci est plus subtil, mais tout aussi destructeur. Quand on nous demande de faire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs profondes, de notre éthique, on a l'impression de se trahir soi-même. C'est comme si on nous demandait de ramer de toutes nos forces dans une direction qui nous semble fondamentalement mauvaise. Ce conflit interne est une source de détresse énorme. Et enfin, l'isolement, ou pire, des relations de travail toxiques, conflictuelles. L'être humain est un être social, on a besoin de soutien. Un bon environnement de travail, c'est un équipage solidaire. Sans ça, face à la tempête, on est tout seul sur un radeau. Bon, je sais, le tableau est un peu noir, mais, et c'est vraiment la partie la plus importante, on peut se reconstruire. On peut vraiment renaître de ses cendres. Alors, la question c'est par où on commence? C'est quoi le chemin pour se rétablir? Cette métaphore de l'iceberg, elle est géniale. Elle montre que l'essentiel ne se voit pas. La partie visible, c'est la reprise du travail, la vie sociale. Mais la vraie reconstruction, elle démarre bien en dessous, dans la partie immergée. C'est l'espace intime, le moment où on se coupe du bruit extérieur pour se reconnecter à soi, se reposer vraiment. C'est un travail de l'ombre, mais c'est le plus important. Et ce chemin, ce n'est pas une course, c'est un processus, avec des étapes. Regardez, tout commence par un stop, un retrait, c'est non négociable. Puis vient le temps du repos, de la réflexion. Et puis, tout doucement, l'envie, le désir de faire des choses, de voir des gens revient. Et seulement après, on peut envisager de repasser à l'action. C'est un marathon, pas un sprint. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton on.
Alors concrètement, de quels outils on dispose pour traverser ce parcours? Parce que la clé, c'est de ne pas le faire seul. On peut schématiser ça en 3 grandes étapes. Étape 1, le diagnostic. C'est la base de tout. Aller voir un médecin, un psy pour mettre des mots sur ce qu'on vit et être arrêté si nécessaire. Étape 2, le coaching. Une fois qu'on est un peu stabilisé, le coaching c'est génial pour regarder vers l'avenir, redéfinir ce qu'on veut vraiment. Et étape 3, le bilan. Là, on devient concret. On fait le point sur ses compétences, ses envies pour construire un nouveau projet qui soit plus aligné avec qui on est. Cette citation résume parfaitement la philosophie du coaching. On ne passe pas son temps à ressasser le passé, l'échec. Non, on se concentre sur l'avenir, sur les forces, sur tout le champ des possibles qui s'ouvre. C'est une démarche qui redonne de la puissance, qui aide à reconstruire la confiance pour oser se remettre en mouvement. Et pour finir, il faut absolument parler de prévention. Parce que guérir, c'est bien, mais éviter de tomber malade, c'est encore mieux. Et là, la responsabilité est en grande partie du côté de l'entreprise. Ces principes devraient être affichés dans tous les bureaux. L'idée centrale, elle est à la fois simple et révolutionnaire. C'est au travail de s'adapter à l'humain, et pas l'inverse. Et ça veut dire quoi concrètement? Une charge de travail réaliste, de la reconnaissance, de l'autonomie, un vrai soutien des collègues et des managers. Bref, la prévention, ce n'est pas une question de résilience individuelle, c'est une responsabilité collective. On va se quitter sur cette question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si, au lieu de chercher sans cesse des solutions pour réparer les gens, on s'attaquait au problème à sa source? Si on décidait, collectivement, de construire des entreprises où l'épuisement professionnel n'est tout simplement plus une option? L'ambition est immense, c'est sûr, mais c'est sans doute là que se trouve le véritable enjeu pour le futur du travail. Merci de votre écoute.